Le premier titre, c'était Miss Herbert, parce que c'était un hommage à cette gouvernante de la nièce de Flaubert, qui faisait une traduction de Madame Bovary avec Flaubert lui-même, mais ce manuscrit est perdu. Et donc pour moi, c'était une petite emblème du thème du livre. Euh, mais les éditeurs, ma maison d'édition américaine a voulu donner un autre titre qui était The Delighted States. Et parce qu'il y avait ce jeu de mots dans le livre, et donc, et parce que c'était un jeu de mots sur les États-Unis, et donc on pensait que cela marcherait mieux. Mais le texte était absolument la même chose. Après avoir fini ce livre, j'ai fini mon deuxième roman. Et donc, beaucoup de mes éditeurs étrangers voulaient d'abord publier le deuxième roman et après l'essai. Mais donc, cela m'a donné l'occasion de le refaire un peu parce que d'abord, je crois, parce que j'avais un peu pas changé d'avis, mais je voulais ajouter des choses, compliquer des choses un peu. Et j'aimais l'idée que ce livre serait mon atelier, quoi. C'était jamais presque fini. Et aussi parce que je crois que cela m'amusait que ce livre qui était sur la traduction changerait dans les traductions aussi. Oui, non, je l'ai écrit, réécrit en anglais aussi. C'était pas en français, mais c'était pour la traduction française. Et c'est vrai que, oui, quelque chose qui m'intéressait beaucoup, c'était cette idée qu'une traduction n'était pas simplement une copie, mais c'était une nouvelle originale. Il y avait pas mal d'écrivains, de romanciers que j'admire, qui ont fait eux-mêmes la traduction. Et ils ont essayé de les refaire, de changer des choses. Et donc, quelquefois, de les changer beaucoup. Quelquefois avec, j'ai cité oui l'exemple de Nabokov et de Beckett, mais aussi de Bashevis Singer, qui a changé beaucoup les références juives dans cette histoire pour le public américain. Il a enlevé beaucoup de références yiddish. Et donc oui, mais pour moi ça c'est le cas limite peut-être de cette idée, mais parce qu'à mon avis, chaque traduction, c'est une originale à soi-même. C'est simplement parce que j'ai vécu à Paris et j'ai pas mal d'amis à Paris, en France. Et j'étais toujours, je l'ai étudié à l'école et je crois que j'étais toujours tenté. Je lisais tout le temps en français aussi. Et donc, je crois que c'est pour ça. C'est très bien que mon français n'est pas du tout au niveau capable de faire quelque chose comme ça. Je crois que si on prend l'exemple de Beckett, je crois que c'est un cas absolument unique dans l'histoire littéraire, ce talent en deux langues. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de traduire ce qu'il a fait en anglais, c'est vraiment un nouveau style français. C'est fait en français, c'est pas du tout simplement une copie du style anglais. Et en fait, je crois que de plus en plus, il a découvert son style en français. C'était simplement en se retraduisant en anglais qu'il a vraiment découvert ce style de Beckett. Et, euh, et donc ça, c'est très rare. Et je sais que si j'essayais d'écrire directement en français, ça serait... je l'ai essayé une fois parce que, oui, parce que je suis toujours tenté par cet idéal d'un écrivain bilingue, quelque chose comme ça. Et, euh, et ce que j'ai découvert, c'était que mon vocabulaire français, c'était vraiment dépouillé en comparaison avec mon français et mon anglais. Et donc, peut-être je pourrais écrire quelque chose de très thriller, un polar peut-être, mais rien d'autre. Je sais pas, oui, pour l'instant, je pense que je suis absolument, je ne veux plus écrire les essais, mais je veux retourner tout de suite à la fiction. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé la critique de Butoh avec le titre répertoire, et donc c'est répertoire un, répertoire 2. Et oui, j'étais tenté par l'idée que je préfère le livre multiple un et encore 2, et donc ça pourrait être, oui, un livre qui changerait chaque 10 ans. Je ne sais pas. Je pense que pour le moment, j'ai fini ce livre et je ne sais pas si je veux le reprendre parce que je pense que
ça suffit. Mais c'est vrai que pour moi, c'était un exercice de repenser, parce que quand je l'ai commencé, je pense qu'il y avait ce problème que je voulais résoudre, qui était au base du livre, qui était ce problème que moi, je croyais à la fois au style, que pour moi, c'est les valeurs esthétiques de l'art du roman, il s'agit simplement du style, et que l'histoire du roman, c'est l'histoire des styles. Mais en même temps, je savais que selon le cliché, c'est le style qui ne se traduit pas. Mais en même temps, pour moi, l'histoire de l'art du roman, c'est une histoire internationale. Et parce que j'étais toujours plus influencé par la tradition de l'Europe centrale, de Rabat, les Kundera et Danilo Kish, ou une tradition française, sud-américaine, et pas simplement anglaise. Et donc ça, c'était le problème. Et pour moi, j'ai dû un peu repenser mes idées de ce que c'est le style et bien ce que c'est la traduction. Parce que je pense que le problème pour moi, c'était que moi, j'avais toujours dans la tête l'idée d'un style parfait. Un style où la forme et le contenu étaient absolument la même chose. Et aussi, j'étais vraiment pour une idée de la traduction très très fidèle, et même la ponctuation. Et maintenant, il y a beaucoup d'auteurs où je pense que ça, c'est le seul moyen de traduire quelqu'un. Avec quelqu'un comme Proust, je crois qu'il faut absolument, évidemment, garder le syntaxe, les paragraphes et tout ça. Mais il y a des autres où peut-être on peut être un peu plus libre, plus fluide pour garder le style. Et donc, j'ai dû élargir mes idées un peu. Oui, je suis sûr, parce que oui, quand Politique est sorti, j'étais très jeune et en plus, oui, c'était traduit en beaucoup de langues. Et oui, quelquefois, on reçoit un livre et on ne reconnaît même pas son nom sur la couverture, si c'est en coréen ou hébreu. Et, euh, et oui, c'était très angoissant parce que à cause de mon croyance dans le style et dans le fait que pour moi, il y a vraiment un lien entre un roman et un poème, quoi. Il y a le travail sur la langue, c'est pareil. Mais donc, la traduction, c'est très difficile, c'est quelque chose de très, très étrange. Et oui, c'est vrai, je suis sûr que sans ça, je n'aurais jamais peut-être écrit ce livre. Mais en même temps, j'étais toujours un peu obsédé par la traduction, même avant l'apparition de mon premier livre. Donc c'était pas exactement seulement à cause de ça. Parce que je pense qu'aussi je voulais... c'était aussi le traumatisme de devoir parler d'un livre, de se défendre un peu. Et j'étais assez jeune et donc je me sentais aussi le besoin de me reculer un peu et de trouver ma tradition, de le défendre. Et le fait que c'était une tradition internationale, donc c'était lié à ce problème de traduction aussi. Oui, c'est possible, mais c'était pas mon bout. Et donc, c'est plutôt comme un analyste, une analyse. Je crois que, oui, si, c'est vrai que ça me montre en quelque sorte, ça me révèle, mais c'était pas fait pour faire, c'est pas du tout une autobiographie, c'est pas même une autobiographie intellectuelle, mais en même temps, oui, je pense qu'on peut voir mon parcours et on peut voir l'histoire littéraire auquel je suis fidèle, je crois. Je voulais tisser des liens. C'était comme si je voulais faire un petit collage, quoi, des romanciers, des romans. Et donc, le choix, c'était un peu... il y avait ce logique du livre, et donc il y a beaucoup d'auteurs qui n'apparaissent pas dans le livre que j'adore. Et donc, mais j'ai dû utiliser les auteurs qui étaient influencés par eux-mêmes. Et donc, si on prend l'exemple de Sten, oui, c'est un auteur très, très, très important pour moi, et sa tradition très ludique, très digressive. Mais en même temps aussi, c'était très utile pour moi parce qu'il a eu une grande influence sur des autres auteurs internationaux, avec Pushkin, Diderot, et tout ça. Et donc, c'était un peu
forcé par ça, parce que je voulais faire en quelque sorte pas un essai théorique avec un argument très clair, mais plutôt je voulais que cet argument fonctionne un peu comme le sens dans un roman, qu'il y a un réseau de sens, de personnages qui réapparaissent et qui reviennent, des motifs tissés. Et donc, oui, donc c'était pour ça que j'ai dû un peu faire ce bricolage littéraire. Oui, Donc, oui, parce que j'étais toujours tenté par cette idée de... Pour moi, il y a vraiment un lien entre l'art du collage et l'art du roman. Et je pense que ça provient un peu de la tradition essayistique de Kundera, de Musil, des auteurs que j'admire beaucoup. Et donc j'ai toujours été tenté par cette idée qu'un roman peut assimiler n'importe quoi, qu'on peut avoir des genres différents, une section d'essais, une section de fiction, de philosophie, et que c'était vraiment le réseau qui les unit. Et donc je voulais faire un peu la même chose ici dans ce roman, c'était comme si le roman le plus essayistique au monde, donc sans fiction du tout, sans personnages vraiment dits, mais où les personnages étaient les romanciers. Pour moi, la théorie et la fiction, c'est pareil, parce qu'il n'y a jamais une théorie pour toujours. Et donc ici, je voulais utiliser des théories comme des objets heuristiques. C'était simplement pour tester mes idées. Et oui, donc, mais aussi c'était peut-être pour me protéger un peu cette phrase, parce que je voulais pas. Je sais qu'il y a un genre d'un essai très sérieux, et je voulais pas du tout faire comme ça. Je voulais être dans cette tradition des romanciers qui quelquefois écrivent un essai assez ludique, comme Romain Gary avec Poussin-Larel, Kundera avec Les Testaments trahis. Donc c'était plutôt ça que j'ai préféré. J'aimais beaucoup re-raconter des histoires des romans, de faire un roman des romans en quelque sorte. Et oui, ça me fait plaisir si c'est comme ça, parce que je voulais un peu mélanger des épisodes des romans et des épisodes un peu romanesques de vie de romancier, et de fait de la vie intellectuelle d'un romancier, quelque chose de romanesque aussi, parce que je voulais découvrir un peu le drame euh, de la pensée esthétique, de comment... Parce que je crois qu'il y a une façon de penser qui est très particulière à la création, et que c'est pas du tout la création abstraite, c'est pas du tout la pensée abstraite, c'est une pensée très concrète. Et c'est ça que je voulais défendre, parce que je pense que quelquefois on préfère les idées abstraites, on préfère une philosophie comme ça, et que mais le vrai plaisir d'une œuvre est peut-être perdu. Et donc je voulais défendre cette idée du plaisir de la lecture. Je pensais que ce qui est intéressant, c'est je voulais peut-être emprunter ce voie narratif de politique et l'évasion de mes romans. Et ce qui m'amusait, c'était l'idée qu'on pourrait utiliser ce voie assez ludique, assez ironique, mais avec pour contenu pas la fiction, mais l'histoire littéraire. Et donc, on fait en quelque sorte un roman simplement avec le ton. Et donc, parce que c'était très important pour moi de garder ce ton ludique que j'avais utilisé auparavant. Oui, et donc c'était pour ça. Et je pense que ça, je le dois beaucoup à Kundera, parce que ce qui m'amuse chez Kundera, c'est qu'il y a toujours un décalage entre le temps et le sujet. Donc s'il s'agit de l'histoire, il emploie un ton très fictionnel, alors qu'il traite la fiction comme si c'était absolument la vérité. Et donc, j'ai beaucoup admiré cette façon d'inverser les choses. Et donc, c'était ça à quoi je pensais quand j'écrivais ce livre.
et c'est cela Ah qui ouais. m'a toujours attiré avec la fiction. Et je sais que c'est en quelque sorte une névrose que moi, je ne peux pas voir la réalité simplement comme ça. Il y a pour moi toujours la fiction et le réel sont entremêlés. Et c'est vrai que... Et aussi parce que je pense que c'est en quelque sorte comme ça qu'on peut retrouver une idée de vérité fictionnelle. Que je ne suis pas aussi postmoderne que ça et je veux toujours, même si j'aime jouer avec des idées ironisées, je veux toujours jouer une idée que la vérité soit possible, une vérité pas absolue peut-être, mais il y a une vérité précaire qui est la vérité romanesque. Et donc, c'est toujours des auteurs comme ça, comme Nabokov aussi. Euh, c'est une idée presque mystique, je crois, que quelque part, il y a une réalité qui soit composée des fictions. Plutôt, non, pas une plaisanterie absolue, mais oui, c'était un peu parce que je pensais à cette différence entre la théorie et le roman. Et aussi parce que vraiment ce qui me plaît chez Barthes, c'est le fait qu'il a changé d'avis, qu'avec le degré zéro de l'écriture, il a attaqué, euh, mais vraiment il a détesté les romans. Il pensait que le roman n'était que ce forme bourgeoise. Mais ce qui m'a toujours frappé dans ce livre, c'est que c'est une, sa vision du roman, c'est absolument provincial. Il ne lit que les romans français et aussi que les romans français assez réalistes. Et donc, ce qu'il attaque n'existe pas. C'est simplement une version très limitée de ce que le roman peut faire. Mais 20 ans après, il est revenu, grâce à Proust, un peu, il est revenu au roman. Et d'un coup, maintenant, il voulait écrire soi-même un roman. Et pour lui, soudain, le roman était la forme absolue de la vérité, et pas la théorie. Et j'ai trouvé cette histoire assez émouvante, en fait, parce que oui, j'ai beaucoup admiré son écriture, même si quelquefois ça m'agace. Et cette façon de toujours vouloir trouver une façon d'écrire contre-pouvoir, je crois que oui, vraiment, ça, c'est l'essence du roman. Et donc, mais pour le choisir comme héros, oui, c'était un peu une plaisanterie parce que, oui, évidemment, il n'a jamais réussi à écrire un roman. C'était un romancier raté. Et, euh, et donc, c'était un peu une blague pour le placer comme ça. C'était un peu mon ironie. Évidemment, il y a une définition très limitée de l'ironie qui est quelque chose. Si on dit quelque chose et on veut dire l'opposé. Mais pour moi, l'ironie veut dire quelque chose beaucoup plus, c'est plus ontologique. Et si c'est cette manière de ne jamais vouloir trouver des conclusions. Et donc, pour moi, ça, c'est l'essence de l'art du roman. C'est ce refus des conclusions morales avant tout, je crois. Et oui, c'est très répandu. On ne peut pas trouver de... Pour moi, l'ironie, c'est global dans un roman. Et c'est toujours dans l'architecture, c'est dans la construction des scènes opposées, de choisir des personnages terribles, de dire des vérités très tendres, de vouloir toujours mêler les choses. Et donc, parce que pour moi, l'ironie, c'est quelque chose de technique, mais en même temps, c'est une vision du monde. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut trouver, par exemple, dans la fiction de Flaubert, avant tout, je crois, avec cette façon de construire toujours une scène très lyrique, mais toujours avec une ironie, avec... on est jamais... on est toujours risible dans la fiction, même si c'est tendrement risible. Et je crois que ça c'est aussi c'est ma vision du monde. Oui, c'est difficile à répondre. Je pense pas que exactement que le regard d'un écrivain soit différent du regard d'un lecteur qui n'est pas écrivain. Mais en même temps, je crois qu'il y a une façon de lire qui est très spéciale aux écrivains et que
toujours un écrivain un peu. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a quelque chose d'assez pratique. Les écrivains sont toujours des voleurs. Et donc, on veut toujours trouver des techniques, quelque chose qu'on pourrait peut-être réutiliser, refaire dans un autre moyen. Mais aussi, je crois que même, on parle beaucoup du style dans ce livre et j'essaie de défendre une idée du style comme quelque chose de plus global dans l'écriture. Et pour moi, c'est même le choix de ce qu'on aime quand on lit. Ça, il s'agit du style aussi. Et donc, oui, pour prendre Kafka, ce qui m'intéresse beaucoup chez lui, c'est que on dirait que ce style est très pur, que cela n'a pas du tout des influences. C'est inouï ce style dans l'histoire littéraire. Mais c'est très intéressant de lire ses journaux et de voir comment il lisait par exemple Dickens. Et le moment qu'il décrit le style de Dickens, on peut voir des liens très très évidents avec le style de Kafka. Même si évidemment c'est pas du tout une réécriture de Dickens, on les dirait, c'est pas du tout pareil. Mais en même temps, oui, il y a quelque chose qu'il a tiré de Dickens, qu'il voulait refaire. Et c'est pareil pour Kafka avec Flaubert aussi. Et donc, oui, et c'était ces liens un peu cachés que je voulais aborder, j'en suis sûr. Mais et c'est bien, si évidemment je veux que ça mène à la lecture de Rabal, de Gombrowicz, de n'importe qui. Oui, je crois que c'est sûr que ce que je voulais faire dans ce livre, c'était de me montrer et de défendre des autres façons de faire un roman. Parce que je suis jamais tenté par l'idée d'un roman absolument réaliste aux troisième personne et tout ça, ça ne m'intéresse jamais. Et donc, et je sais qu'il y a aussi il y a un autre lien entre ce livre et les versions qui est Pushkin, parce que le roman de Pushkin, Evgeny Onegin, j'étais très frappé par cette façon de Pushkin de parler de ses personnages, parce que lui, il dit que Onegin, c'est l'un de ses amis, il est parmi ses amis, il est connu. Et ça lui permet des effets très étranges, je crois, avec la réalité, parce que le lecteur, c'est très difficile pour le lecteur, parce que si le lecteur le prend au sérieux, donc on doit penser que c'est pas du tout fictionnel, parce que Pushkin, on sait qu'il était réel, et donc Onegin aussi. Ou on doit penser que non, c'est une fiction, mais cela remet en question la réalité du lecteur. Il y a des niveaux de réalité qui sont très fragiles. Et donc, j'ai décidé de voler ce système pour les versions. C'était vraiment la recherche de ce livre qui m'a permis de faire ça. Euh, et donc, oui, c'est pour ça que je l'ai décrit comme mon atelier. C'est un moyen de trouver des options pour des romans futurs. Et je crois que de plus en plus, parce que peut-être c'est pas si pareil en Europe, mais en Angleterre, en Amérique, je crois qu'il y a vraiment une théorie assez figée de ce que doit faire un roman, qu'un roman est toujours considéré comme presque un outil sociologique et que c'est toujours réaliste et pas toujours, mais ça c'est la théorie dominante. Et donc je pense avec ce livre, je voulais défendre pas une seule tradition, mais des autres traditions face possible. Oui, je sais pas, je ne me sens pas du tout une angoisse envers Kundera. Je sais que je lui dois beaucoup et que pour moi, c'est l'un des plus grands maîtres du roman dans le XXe siècle. Donc, je pense pas du tout que j'essayais exprès m'évader de l'influence de Kundera parce que je crois que si on est vraiment un romancier, on va se créer son propre style. Et donc, même s'il y a un bricolage des influences, et l'important, c'est jamais ces influences. Et donc, c'était plutôt simplement une recherche, quoi. C'était pas une recherche avec un bout
de faire des autres étiquettes ou quelque chose comme ça. C'était... Oui, mais c'est vrai que cette phrase, oui, ça me frappe parce que je crois que le roman que je suis en train de finir, c'est vraiment comme ça. C'est en fond d'une spirale, mais avec une trame assez fort. Et donc, ça m'amuse parce que j'avais oublié cette phrase. Mais aussi, cette phrase de progressif et dégressif en même temps, c'est emprunté de Stan parce que lui, il a dit je veux un roman qui soit progressif et dégressif en même temps. Et, parce que cette catégorie de digression m'obsède un peu parce que je sais que c'est comme ça. Oui, Kundera est écrit de cette façon aussi. Mais moi, je sais que c'est comme ça que mon cerveau fonctionne, que je ne peux jamais simplement concentrer sur une seule fiction, une seule histoire. Et donc, et je ne suis pas du tout persuadé en fait que la digression vraiment existe. Que pour moi, tout est digression, mais ça veut dire que si tout est digression, donc la digression n'existe pas. Et, euh, et oui, c'est vrai que j'ai toujours... on pense qu'on choisit ses influences. La raison pourquoi j'adore Kundera, c'est parce que euh, je me reconnais dans ces romans, dans cette façon d'écrire. Et, euh, et donc je pense que pour moi, oui, c'était très important dans ce livre pas d'évader de Kundera, mais plutôt de trouver une tradition des autres écrivains digressifs aussi. Il faut dire que le Synthropicon, c'était pas un livre à Bello, c'était un livre auquel il travaillait. C'était il y avait une série qui s'appelait The Chicago Great Book Series. Et donc, c'était une série des chefs-d'œuvre de la culture occidentale. Et lui, c'était presque comme un index de cette série. Et donc, pour quelques années, il a travaillé pour ça, pour gagner sa vie. Donc, en faisant, oui, presque une encyclopédie de la culture occidentale. Mais pour moi, oui, il y a une relation entre ça et le livre, mais c'est plutôt parodique, je crois. Que pour moi, ce qui m'intéressait, c'était que le génie de Bello, c'est que auparavant, au début de sa carrière, il était vraiment tenté par ses idées. Et il adorait des idées abstraites. Et, mais il a fini par toujours les ironiser, par trouver la comédie des intellectuels, des idées. Et donc oui, pour moi, ce livre, en quelque sorte, c'est un peu une miroir de ce Synthropicon, mais une miroir parodique, parce que pour moi, on ne peut pas avoir même l'idée d'une encyclopédie. C'est amusant pour moi, parce qu'on ne peut jamais avoir une perspective de la connaissance humaine. C'est pas possible. Et donc, c'est ce désir qui m'intéresse. Et donc, oui, il y a une certaine mégalomanie dans ce livre que, évidemment, j'aimerais un peu capter l'histoire entière littéraire. Mais je sais que c'est impossible. Et donc, oui, la présence de ce Saint-Tropicon, c'était un peu comme une petite mise en abîme du livre. Je pense que l'essence d'une œuvre, c'est qu'il dépasse un peu l'écrivain. Et, et donc, c'est pour ça que je crois que la vraie lecture, c'est cette lecture en diagonale, un peu où on suit la logique de l'œuvre et on ne suit pas du tout l'argument de l'écrivain soi-même. Et je crois que à un certain point, je crois qu'on peut le sentir en l'écrivant, que moi je suis assez mégalomane et je suis très formel quand j'aime toujours avoir une structure assez tranchée pour un roman, mais en même temps il y a toujours un moment où ça se dépasse et on ne peut pas le contrôler un peu et on découvre qu'il y avait une autre logique dans l'œuvre et donc on doit suivre sa logique pour le finir. Et c'est un peu la même chose pour le lecteur de l'œuvre finie. On doit trouver ce réseau de motifs, des échos, et c'est ça la vraie lecture. Et donc, oui, je veux toujours poser des échos et des arguments et des contre-arguments, et je ne veux jamais avoir un seul argument qui ne soit jamais discuté dans un livre.
on veut toujours, moi surtout, je veux toujours un peu jouer avec les préjugés possibles d'un lecteur, mais avec mes préjugés aussi. Parce que je crois qu'un roman, c'est un objet assez étrange parce qu'à la fois, c'est la possession absolue de l'auteur, mais en même temps, dès que quelqu'un le lit, c'est leur possession aussi. Et donc, il y a toujours cet espace assez étrange entre les deux. Et je crois que c'est ça qui rend un roman multiple aussi, qu'on ne peut pas contrôler. Il n'y a jamais un seul sens d'un roman. Et en fait, je ne pense pas que dans un vrai roman, il n'y a pas un sens du tout, je crois. Il y a simplement un réseau de sens multiples. Et on ne peut pas dire que ça, c'est l'essence du livre. L'essence du livre, c'est dans le réseau des motifs. Ah oui, mais aussi il y avait une règle de ce livre que je voulais traiter que les morts. Quelquefois j'ai mentionné des autres auteurs, mais je voulais me consacrer aux morts. C'était simplement pour me circonscrire un peu. Parce que sinon, ce livre qui est déjà très long serait énorme. Mais je crois qu'il y a des éléments dans ce livre aussi qui ne sont pas du tout kundériens. Parce que je crois que je suis à la fois tenté aux bases, oui, au fond, je suis vraiment fidèle à un art du roman très proche à l'art du roman de Kundera et des autres auteurs comme ça, comme Musil aussi. Mais en même temps, je suis toujours tenté par une forme très stricte et une forme très élargie, très même échevelée. Et pour moi, le romancier qui m'a beaucoup frappé, peut-être pas du tout influencé, mais frappé, c'est Gadda. Carlo Emilio Gadda, qui était ce moderniste italien, qui écrivait toujours des romans inachevés parce que il ne pouvait pas achever un roman selon presque son système, parce que pour lui, la réalité toujours dépassait les limites de la langue et surtout de la forme d'un roman. Et donc, lui, il écrit des histoires, oui, presque un polar, presque un thriller, toujours avec des crimes, mais c'est comme un polar explosé. Et donc, Gadar m'intéresse de plus en plus parce que c'est cette manière d'ajouter, ajouter, élargir, augmenter ce qu'un roman pourrait être. Et donc, oui, donc je pense que je suis toujours tenté. J'aime beaucoup me contredire. Et donc, dans ce livre, je pense qu'il y avait une tradition assez élégante, assez moderniste de Flaubert et tout ça. Et en même temps, une tradition un peu plus dingue, une tradition de Gada et des autres comme ça. De Rabal aussi, parce que Rabal, je crois que c'est vraiment un grand auteur. Et lui, il écrit des monologues absolument foisonnants, bouillonnants. Et c'est absolument à l'opposé de ce que j'ai écrit parce que moi, j'ai toujours aimé faire des collages, des sections très. Et moi, je savais exactement la forme et c'était comme si un collage très très fabriqué. Alors que Rabat, c'est l'opposé, c'est dans un jet. Et ça m'intéresse aussi. Je ne sais pas exactement pourquoi, c'est pour des raisons de névrose que pour moi le désir c'est l'obscène, c'est quelque chose. J'aime toujours écrire comme ça. Et je crois qu'il y a. C'est assez utile, je crois, pour un romancier parce que. Et je crois que de plus en plus que c'est intéressant parce que chaque lecteur a sa propre théorie du sexe. C'est un sujet très difficile à aborder, mais en même temps, c'est très intéressant de le faire. Et donc, je suis toujours intéressé à détruire un peu les limites entre le lecteur et l'écrivain, entre le lecteur et le roman. Et je pense que pour ça, le sexe est très utile parce que c'est un sujet toujours très surdéterminé. Et aussi parce que, oui, parce que j'ai toujours ce sens de comédie un peu mélancolique et donc je crois que le sexe est très utile pour ça aussi, que il y a toujours ce problème avec l'immensité du désir et le problème des corps. Et donc, c'est déjà un problème philosophique dès qu'on l'aborde. Et donc, oui, je sais pas, je pense que sûrement il y aura des raisons très
privé, quoi, après très psychanalytique, pourquoi ça m'attire. Mais je sais que pour moi aussi, ça dépend. Je veux toujours risquer quelque chose quand j'écris. Je veux que quelque chose est en jeu. Et je crois que le sexe, mais pas seulement le sexe, mais le sexe est très... ça mène très facilement à cette expérience un peu, c'est peut-être incommode, un peu difficile à lire, et c'est toujours cette sensation que je veux provoquer, je crois.